J'aimerais aujourd'hui que l'OSINT soit une discipline dont on n'ait pas à avoir honte, tout simplement parce que quand elle est bien utilisée, c'est une très belle compétence. Aujourd'hui, l'implantation politique de certaines puissances, comme la Chine et la Russie en Afrique, vont faire qu'il y a besoin sur place, quelque part, de légitimer l'action économique de ces pays sur le continent. Et à travers ça, la désinformation est une arme qui est bien sûr utilisée en long, en large, en travers, de manière même assez grossière, mais néanmoins efficace sur le grand public. On ne fait pas de l'osine pour retrouver une ex-petite amie ou pour aller embêter ses voisins. Rechercher une personne disparue en France, ça pourrait être, on pourrait dire, c'est une intention louable, c'est une bonne chose. Sauf qu'il y a deux questions à se poser. C'est la première, pourquoi cette personne a disparu et cette disparition est-elle volontaire? Pour se faire une idée de ce qui se passe réellement dans des pays comme le Mali, aujourd'hui, il est difficile de faire la distinction entre la vraie information et la fausse information. Et j'ai envie de dire, même souvent, les agences de presse se trompent. Julien Métayer, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans l'émission Le Cercle, émission de débat de la chaîne Risque Intel Média. Pour le public, l'objectif de ce format, c'est de pouvoir traiter une thématique sur la gestion des risques en profondeur, en laissant le temps à notre invité expert de s'exprimer. Et aujourd'hui, nous allons parler d'OSINT pour Open Source Intelligence ou investigation source ouverte en français. Julien Métayer, vous êtes un expert. J'aimerais, et c'est la tradition dans ce format, parler d'abord de votre parcours pour permettre à notre public, ceux qui ne vous connaissent pas encore, ils sont peu nombreux, mais en tout cas, de vous découvrir. Julien Métayer, vous êtes pentester, red teamer, OSINTer, hacker éthique. Vous faites aussi de la veille cyber. Vous êtes très connu dans la communauté OSINT. Vous êtes notamment très suivi sur les réseaux dont LinkedIn, où vous avez un grand nombre de personnes qui vous suivent pour s'informer, plus de 30 000. Vous avez lancé, notamment en octobre 2022, une plateforme en ligne OSINT avec un Z dédié à la communauté des OSINTers. Vous avez tout un ensemble d'autres activités annexes, vous enseignez notamment, euh, dont on pourra parler. Bref, vous avez un CV bien rempli, vous savez de quoi nous allons parler. Vous vous y connaissez, mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment devient-on Julien Métayer? Comment en êtes-vous arrivé à vous consacrer à l'OSINT? Comment êtes-vous tombé dedans? Ça a commencé en fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ça a commencé pendant une période sanitaire un peu compliquée où, comme beaucoup de gens de mon métier, je m'ennuyais un petit peu parce que moins de travail, moins d'activité. Et il a fallu à un moment donné s'occuper. Et je me suis occupé en créant des challenges. Alors, au départ, c'était plutôt des jeux de pistes, des énigmes. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que la partie OSINT était celle qui plaisait le plus aux personnes qui jouaient un petit peu à mes jeux. Et je me suis rendu compte que l'OSINT était quelque chose qui était pratiqué par plein de gens, que beaucoup d'internautes finalement aimaient ça, rechercher de l'information, trouver de l'information. Et quelque part, le nom a été posé sur quelque chose que je faisais déjà depuis un petit moment. Dans le monde du pentest et de la cyber, l'OSINT, ça fait partie du processus d'intrusion, puisqu'avant de s'attaquer à une cible, on va bien sûr faire des recherches sur les informations qu'on peut trouver à son propos. Et donc l'OSINT, en fait, je le pratiquais déjà depuis longtemps. Simplement, on a mis un mot dessus depuis finalement à peu près 2 ans. D'accord, parce que vous avez un background pointu en informatique, pentesting. Alors moi, je viens du monde du développement, puisque j'ai fait du développement pendant 25 ans. Alors du développement, de l'architecture de plateforme, des marketplaces, du paiement sécurisé, et puis de l'infrastructure. Donc oui, un background informatique de longue date. Et puis je suis passé dans la cybersécurité offensive en 2018, puisque j'avais envie de changer un petit peu d'activité. Et donc je me suis mis un petit peu de l'autre côté de la barrière. Donc après 20 ans, quelque part, à avoir subi un peu les attaques au quotidien, les problèmes de sécurité, ben, j'ai décidé d'aborder le sujet d'une autre façon, en me mettant du côté de l'attaquant pour aider les entreprises à se protéger contre les dangers cyber. D'accord. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez créé donc cette plateforme en ligne OSINT avec un Z. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots dessus?
Alors, Rosine.eu, c'est une collaboration, hein. Je ne suis pas tout seul à travailler sur le projet, hein, même si j'en suis à l'origine. L'objectif étant de proposer à toute personne qui souhaiterait apprendre la discipline de l'OSINT, pas tout seul, c'est-à-dire de manière un petit peu encadrée, de manière un peu collaborative aussi, en pouvoir travailler en équipe ou à plusieurs, et surtout pouvoir évoluer dans un cadre bienveillant et surtout encadré en termes de légalité de pratique. Il y a un danger aujourd'hui à faire de l'OSINT un petit peu tout seul dans son coin. Alors, il y a des tutos un peu partout, sur YouTube, sur TikTok. Mais aujourd'hui, il y a quand même des bonnes pratiques et des règles à respecter quand on fait de l'OSINT. Et aujourd'hui, c'est ce que OSINT essaye d'offrir à ses membres en disant, voilà, vous pouvez venir, on va vous conseiller, on va vous fournir des contenus pédagogiques. Et surtout, on va vous fournir des cas pratiques sur lesquels vous allez pouvoir mener des enquêtes. Ce sont des cas qui mettent personne en danger, ni l'enquêteur, ni la cible, puisqu'on parle de cas fictifs. Et on a créé donc une espèce de progression pédagogique dans ce qu'on appelle des challenges, où on démarre assez facilement sur identifier dans à quel endroit a été pris une photo, etc. Et puis des choses de plus en plus difficiles, jusqu'à des niveaux qui vont toucher à des domaines un petit peu plus touchy, comme la crypto-monnaie, comme le métavers, des choses comme ça. Donc on va mettre le focus sur des méthodologies, on va mettre le focus sur des outils, et surtout on va accompagner de zéro les personnes qui souhaitent se former. Parfait, on aura l'occasion de revenir sur la question de ces méthodes et les implications justement de faire de l'OSINT, notamment le cadre réglementaire. Mais avant toute chose, ce que nous aimons bien faire dans le cercle, c'est poser les bases, notamment les bases conceptuelles du sujet, en l'occurrence l'OSINT. Donc j'aimerais que vous puissiez nous en dire un peu plus sur ce dont il s'agit, quelles sont les méthodes OSINT, peut-être en commençant avec une question toute simple, c'est quoi pour vous la différence entre une donnée et une information? Une donnée, c'est quelque chose qu'on va pouvoir collecter sur une source accessible. Et à partir du moment où on va effectuer un traitement sur cette donnée, on va l'analyser, on va la qualifier, on va la prioriser, elle va devenir ensuite une information. Donc la différence entre les deux pour moi, c'est justement cette partie analyse, où une donnée, par définition, elle est brute, et à partir du moment où elle est interprétée, elle devient une information et elle devient utilisable. Alors elle devient utilisable pour tirer une conclusion, si c'est la donnée finale, ou alors elle devient utilisable pour trouver de nouvelles informations. Et tout le principe de l'OSINT repose sur cette chose-là, en disant vous avez une réponse à trouver, vous avez une décision à prendre ou un choix à faire, et pour faire de bons choix, vous avez la nécessité d'avoir les bonnes informations, et pour ça, de savoir comment la rechercher. Donc en général, l'OSINT, on part d'informations de base, on va effectuer une collecte de données, on va analyser ces données pour trouver des informations d'arrivée. On suit un petit peu ce qu'on appelle le cycle du renseignement, qui va fonctionner comme ça de manière itérative, où on va partir d'une info, on va collecter, analyser, et on va réutiliser jusqu'à arriver à la réponse qu'on est en train de chercher. Ouais, c'est très intéressant ce que vous venez de mettre en lumière. On est un peu dans une période où on met très en avant les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la blockchain, etc., où on parle un peu moins de l'humain, mais en tout cas de ce que je comprends, de ce que vous nous expliquez, c'est fondamentalement l'OSINT, c'est une démarche intellectuelle avec de l'humain derrière, qui se sert d'outils numériques évidemment, mais sans ce travail d'intelligence et d'analyse humaine, finalement on est noyé sous de la donnée, mais l'OSINT quelque part permet aussi d'y voir plus clair. Et on va aborder ensuite les buts de cette méthode. L'OSINT, c'est comme tout, si derrière on ne maîtrise pas ce qui est collecté en termes d'information, effectivement on peut être noyé sur ce qu'on appelle le bruit, donc l'information non pertinente. On peut également avoir des biais quelque part sur des fausses informations, des informations non confirmées. L'OSINTer a le devoir moral, quand il trouve une information, bien sûr, de la confirmer. Parce que utiliser une information non confirmée, ça peut poser des risques. Ça peut poser le risque déjà que ça soit une information qui soit pas fiable. Ça peut nous envoyer également sur des fausses pistes, donc une énorme perte de temps et surtout des conclusions erronées au bout du compte. Donc la nécessité aujourd'hui d'avoir un œil critique sur ce qui est collecté
en termes de source, de réputation de source, en termes de fiabilité d'information et en termes de confirmation, c'est le début de l'analyse. Ensuite, on va généralement combiner plusieurs informations entre elles, et c'est ça qui va constituer l'analyse finale en disant, à partir des informations collectées dont on s'est assuré qu'elles soient légitimes, qu'elles soient documentées, et surtout à travers un processus qui est réversible, c'est-à-dire que dans le rapport qu'on va remettre sur une enquête OSINT, on va s'assurer que le lecteur ou le futur lecteur va pouvoir retrouver l'information et on va lui indiquer le cheminement qu'on a utilisé pour y accéder. Donc, tout ça demande bien sûr de la méthodologie. On ne fait pas de l'OSINT en cherchant avec Google comme ça, avec son clavier. Il y a une méthodologie, il y a une manière de restituer l'information. Il y a surtout des obligations, des bonnes pratiques de confirmation et de vérification de l'information, bien sûr, avant les analyses. Et c'est tout le danger quelque part, de faire de l'OSINT sans avoir préalablement acquis la méthode. C'est justement, tout simplement, de se tromper, d'aller trop vite ou de passer à côté des informations. D'accord. Il y a un aspect quasiment journalistique derrière l'OSINT. En tout cas, on a envie de se dire que quelque part, tout journaliste en France devrait être OSINTer. Maintenant, ce que je comprends, cela dit, c'est qu'il y a des professionnels, comme vous par exemple, mais dans la communauté OSINT, il y a aussi beaucoup d'amateurs, a priori. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette typologie de la communauté OSINT en France, en termes qualitatifs, de quoi elle est composée, et est-ce qu'on est nombreux? Est-ce que la France contribue à l'OSINT mondial, ce qui me semble que vous avez participé à des concours internationaux, et dans quelle mesure, on parle de Startup Nation, mais est-ce que nous sommes aussi une OSINT Nation? Alors la communauté OSINT française, elle a quelques années maintenant, 4 ou 5 ans. Elle se nomme OSINT FR aujourd'hui, elle comporte à peu près 10 000 membres. Donc oui, c'est aujourd'hui une communauté qui est plutôt, en termes de volume, qui est plutôt importante. On va y retrouver énormément de profils. On va avoir vraiment. L'OSINT, encore une fois, ce n'est pas un métier. Donc, on va retrouver généralement des gens qui vont pratiquer l'OSINT dans le cadre de leur métier. Donc, on va retrouver des gens qui vont travailler à l'armée, par exemple. On va avoir des enquêteurs privés. On va avoir des gens qui vont travailler dans la cybersécurité, des journalistes, des gens qui vont bosser dans la fraude, dans la lutte contre la contrefaçon. Donc, il y a encore une fois énormément de profils très différents qui essayent depuis des années effectivement de collaborer, en tout cas de partager leurs connaissances. Alors ça peut être du partage d'informations, du partage sur les outils, sur les sources, sur les méthodologies. Au niveau mondial, aujourd'hui, il y a une forte communauté qui s'est développée en Amérique du Nord, Canada et Amérique, parce que ils ont 10 ans d'avance aujourd'hui sur l'utilisation de l'OSINT en tout cas. Et puis aujourd'hui, l'OSINT citoyen aux États-Unis est beaucoup plus développé qu'en France sur plein de sujets. Je reviens juste après sur la partie concours. En France, on est plutôt en mode, ça démarre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses à faire, et il n'y a pas encore aujourd'hui un consensus sur qui doit pratiquer l'OSINT et comment doit être pratiqué l'OSINT. Donc ce sont des choses sur lesquelles la communauté dont nous travaillons en ce moment même pour structurer un petit peu la discipline et faire que, quelque part, l'OSINT soit pratiqué dans le cadre des bonnes pratiques, à des buts bienveillants et bien sûr dans le respect de la réglementation. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce que depuis toujours, les données personnelles aux États-Unis sont bien moins considérées qu'en France. On peut trouver aujourd'hui des bases de données aux États-Unis sur les obtentions de crédit, sur les casiers judiciaires, sur les accidents de la route. Tout ça est public aujourd'hui. Et donc, quelque part, depuis toujours, les Américains se sont emparés de ces données au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de notoriété publique. Avant de prendre une babysitter, on va regarder son casier judiciaire avant de faire venir quelqu'un chez soi. Donc, dans l'ADN américain et canadien, c'est là depuis beaucoup plus longtemps. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si ce sont dans ces pays-là qu'on va retrouver un concours qu'on appelle le TRESLab, dont tu parlais tout à l'heure, qui est en fait une collaboration entre la communauté des OSINTers et les autorités américaines pour travailler de manière ponctuelle sur des cold cases, donc des personnes disparues sur lesquelles les autorités ont arrêté les recherches. Donc on peut participer,
je participe, ça fait 2 fois qu'on participe en équipe sur ces sujets-là. On a des cas, voilà, des gens qui ont disparu. Alors des fois, on trouve des infos, des fois, il n'y a absolument aucune information. Mais le processus de collaboration avec encadrement par des juges donc, qui sont là pour vérifier que l'information est correctement justifiée, contextualisée et argumentée, fait qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation de l'OSINT aux États-Unis qui n'est pas encore là en France. Bien sûr, il y a une culture de la transparence. On le voit même dans le domaine politique, sur le fait que les élus ont cette obligation, je dirais, d'être plus transparents sur leur vie privée notamment. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus prégnant dans la culture anglo-saxonne, a priori. Donc c'est aussi ce qui explique, selon vous, cet appétit pour l'OSINT. Mais alors, ça m'amène à une question, parce que derrière OSINT, et j'aimerais que vous puissiez éclaircir ça pour nous, il y a parfois, pour certaines personnes, un voile un peu sulfureux. On se demande, mais qui sont ces gens qui vont rechercher des informations, en source ouverte certes, et qui vont investiguer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'éthique de l'OSINT? Comment est-ce qu'elle se formalise? Quelles sont les règles, les bonnes pratiques que vous prenez? Est-ce qu'il y a une éthique? Est-ce qu'il y a une déontologie, comme dans certaines professions réglementées? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Alors l'OSINT est, comme je le disais tout à l'heure, pas encore un métier en tout cas, mais oui, aujourd'hui, il existe des bonnes pratiques ou en tout cas une doctrine sur ce sujet. La première, c'est tout simplement l'intention qui va compter, hein. On fait de l'OSINT dans un but bienveillant. C'est aujourd'hui un petit peu le mantra qu'on ne cesse de marteler et de répéter à toute personne qui veut se lancer sur le sujet en disant on ne fait pas de l'OSINT pour retrouver une ex-petite amie ou pour aller embêter ses voisins. En aucun cas. L'OSINT, il y a également un fort côté réglementaire parce qu'on parle de sources ouvertes. Donc, on va chercher les informations sur des endroits qui sont accessibles au public et avec des manières légales. Donc, il est hors de question d'aller faire du renseignement humain. Il est hors de question d'aller faire du piratage. Il n'est pas question d'aller chercher les informations de manière détournée. Donc, il y a quand même un cadre aujourd'hui qui demande à respecter la loi d'une part et, on va dire, l'éthique d'autre part, en disant on fait de l'OSINT pour de bonnes raisons. On respecte également les sujets sur lesquels on va être amené à travailler. Il y a notamment la loi sur le doxing. On n'a pas le droit de diffuser, par exemple, une information qu'on peut avoir collectée sur quelqu'un à des fins malveillantes. C'est un article du Code pénal. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de rails et de guides qui sont en place sur ces sujets-là. La difficulté consiste après à évaluer la subjectivité de l'éthique, puisque d'une personne à l'autre, l'éthique peut être un petit peu à géométrie variable. C'est un peu la difficulté aujourd'hui où le cadre légal n'est pas forcément très établi, où il y a un certain nombre de grilles juridiques qui existent encore sur le domaine. Donc, on a ce qui est dans le code pénal, ça c'est très clair, c'est marqué noir sur blanc, les droits de la base de données, le doxing, les intrusions dans les systèmes informatiques, tout ça est absolument noir sur blanc et très compréhensible. Et puis après, il y a la bonne pratique qui, d'un métier à l'autre, forcément, va avoir un petit peu de géométrie variable. Donc, la communauté aussi travaille à essayer un petit peu de se mettre en phase sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire en termes d'éthique sur la pratique de l'OSINT. Aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, rechercher une personne disparue en France, ça pourrait être, on pourrait dire, c'est une intention louable, c'est une bonne chose. Sauf qu'il y a 2 questions à se poser. C'est la première, pourquoi cette personne a disparu et cette disparition est-elle volontaire? Et aujourd'hui, en France, le droit à la disparition est un droit qui existe. Et donc, le fait, ne serait-ce que d'enquêter sur quelqu'un sans son consentement, pose un problème éthique aujourd'hui. Qui est réglé, par exemple, au niveau des enquêteurs privés, à travers leur accréditation par le CNAPS. Eux ont des règles à suivre dans ces cas-là, où, bien sûr, on ne révèle pas où se situe une personne disparue si elle n'a pas émis une approbation pour ça. Donc, on est un petit peu à mi-chemin entre une profession réglementée, qui sont les enquêteurs privés, qui ont aujourd'hui des règles extrêmement claires,
et une utilisation citoyenne de l'OSINT qui, aujourd'hui, il y a forcément un petit peu des débords. Et c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'on essaie de travailler pour limiter ça et puis donner un cadre correct. Hmm. Je vous remercie pour ces clarifications sur la question de l'éthique. Ce qu'on peut noter aussi, Julien Métayer, a priori, c'est que dans certains cas, l'action des communautés d'amateurs aux INT a pu avoir un impact positif. On peut évoquer par exemple la question de certains conflits armés. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des exemples où les communautés aux INT ont pu intervenir de manière utile ou citoyenne? Généralement, le lieu d'intervention des communautés sur ces sujets-là, ça va être principalement sur la désinformation sur les réseaux sociaux. On a vu pendant un certain nombre d'événements des informations qui arrivaient un petit peu pêle-mêle, sans trop être ni contextualisées ni justifiées. On va parler, alors le conflit Russie-Ukraine bien sûr, mais ça peut être également ce qui va se passer en Afrique, ce qui a pu se passer il y a quelques années avec Daesh pendant les phases de propagande, et puis plus récemment ce qui s'est passé au Brésil lors de la non-réélection de Bolsonaro. À chaque fois, la communauté s'est emparée des informations qui arrivaient de ces lieux de crise et a analysé les images ou les informations en tentant d'apporter un éclairage, soit un éclairage contextuel, soit un démenti si effectivement on arrivait à prouver par exemple que telle photo ne datait pas ou n'a pas été prise au lieu où elle était censée avoir été prise. Et il y a eu beaucoup de cas. Par exemple, on avait une photo de manifestation au Brésil qui avait simplement eu lieu il y a 4 ans. C'était une vieille photo qui a été réutilisée dans le but de faire passer une idée politique. Donc, l'initiative citoyenne de l'utilisation de l'OSINT, elle va souvent être un petit peu intuitive et instinctive en réaction à une quantité d'infos qui va venir d'une zone de crise, que ça soit l'Afrique, l'Amérique du Sud ou la Russie-Ukraine. Je crois qu'il existe un groupe qui est très actif aujourd'hui qui enquête sur les activités de Wagner en Afrique qui sont Oui. intensives. Est-ce que vous pouvez, parce qu'on parle beaucoup, on a parlé beaucoup en effet de Daesh, de ce qui se passe avec la Russie, on est un peu moins au courant en France, même si les médias en parlent un peu, mais le focus est un peu moins mis dessus sur la forme de guerre informationnelle menée par Wagner contre les intérêts français occidentaux, on dira, en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce cas d'école Alors aujourd'hui, la Russie finance le groupe Wagner, qui est une milice privée, comme chacun sait aujourd'hui. Et puis depuis le départ de la France et d'autres pays d'Afrique, il y a des intérêts financiers et des intérêts en matières premières qui se passent en Afrique. Alors, je ne suis pas un expert de la géopolitique, donc je vais vous donner ma vision d'Osinter. Oui. Mais aujourd'hui, l'implantation politique de certaines puissances, comme la Chine et la Russie en Afrique, vont faire qu'il y a besoin sur place, quelque part, de légitimer l'action économique de ces pays sur le continent. Et à travers ça, la désinformation est une arme qui est bien sûr utilisée en long, en large, en travers, de manière même assez grossière, mais néanmoins efficace sur le grand public. Donc, tout le danger de cette désinformation vise à décrédibiliser généralement des intérêts, alors les intérêts de la France, des intérêts américains, et ça marche un petit peu dans les deux sens. Et aujourd'hui, pour se faire une idée de ce qui se passe réellement dans des pays comme le Mali, aujourd'hui, il est difficile de faire la distinction entre la vraie information et la fausse information. Et j'ai envie de dire, même souvent, les agences de presse se trompent. Il y a eu des erreurs de publication sur certains sujets, des démentis, des retours arrière, parce que l'outil informatique permet aujourd'hui de faire de telles créations de fausses photos, par exemple, ou de fausses informations, avec des comptes sociaux qui vont venir approuver l'information sous la forme de taux d'engagement, qu'aujourd'hui, il est difficile de faire la distinction entre une vraie et une fausse info. Encore une fois, le citoyen qui souhaite se faire son idée et qui voudrait confirmer une information a la capacité aujourd'hui de prendre une photo et d'en avoir une analyse critique et de mener une enquête au SINT pour finalement se faire son idée. Donc oui, aujourd'hui, moi j'encourage les gens sur les réseaux sociaux à remettre en cause ce qu'ils peuvent lire.
Avec l'arrivée des dernières versions des IA, on voit le niveau graphique que peuvent créer les photos créées de toutes pièces. Alors aujourd'hui, on rigole en voyant le pape en doudoune, mais demain, ça va être des photos beaucoup plus subtiles et sur lesquelles il va être de plus en plus difficile de déterminer le vrai du faux. Et aujourd'hui, pratiquer, ou en tout cas savoir pratiquer le synth sur ce type de source, va faire qu'on va être un petit peu moins victime de la désinformation. Hmm. Il est certain qu'avec le deepfake notamment et les nouvelles capacités de certaines IA, ça risque d'être très compliqué de démêler le vrai du faux. Et donc, au final, ce qu'on peut noter de ce que vous venez de nous dire, c'est que quelque part, l'OSINT vient en soutien complément du rôle en l'occurrence, sur ces guerres informationnelles, du rôle des médias, qui parfois, malheureusement, peuvent se tromper, peuvent être trompés d'ailleurs, Oui. plutôt. Et donc là, certaines communautés OSINT peuvent venir en aide, quoi. Il y a des contributions et des collaborations aujourd'hui entre certains services de presse. Alors, généralement, il y a des cellules aux INT dans les services de presse, ce qui est tout à fait logique pour le fact-checking, et ça depuis longtemps. Mais aujourd'hui, la masse d'informations fait que souvent, ces cellules sont souvent débordées par le travail à accomplir et vont mener des collaborations avec des communautés sur certains sujets parce qu'il y a simplement besoin de force de frappe pour pouvoir traiter la quantité d'informations qui arrivent. Le monde entier est filmé aujourd'hui. Il y a des caméras pardon, sur tous les téléphones, et des micros partout. Donc, la quantité d'infos qu'on reçoit aujourd'hui sur un conflit comme Russie-Ukraine est 10 fois, 100 fois plus, 1000 fois plus que le précédent conflit il y a 10 ans. Donc, la volumétrie a changé, mais la capacité de traitement humaine aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup évolué. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, des communautés se forment pour contribuer un petit peu sur ces sujets, aider un peu à faire un petit peu le tri entre l'information et la désinformation. Très intéressant, en effet. Mais l'impression que cela donne de ce que vous nous expliquez, c'est que, au final, la désinformation passe beaucoup par les réseaux sociaux, où il y a moins de filtres que dans les médias traditionnels, je dirais. Est-ce que c'est ce qu'on observe sur le terrain? Alors, qui dit réseaux sociaux dit notamment les réseaux connus, comme Twitter, mais aussi Telegram. On sait qu'il y a des canaux de propagande Telegram qui comptent énormément de personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu je dirais, de la typologie de ces canaux qui peuvent véhiculer de la désinformation? On va retrouver La propagande. généralement sur les réseaux sociaux dits classiques la propagande politique light. Ça veut dire ça va être quelque chose d'assez subtil, mais qui va être soutenu. On va en avoir un flux quasiment constant. Et derrière, on va avoir surtout des écosystèmes complets de groupes qui vont soutenir ces idées et qui vont agir finalement assez subtilement. C'est-à-dire que même si l'information qui va être envoyée peut paraître grossière, la manière de la diffuser, la manière de la soutenir, elle est plutôt subtile. Pourquoi? Parce qu'il faut rester en dessous des radars des moyens de filtrage que mettent en place les réseaux sociaux. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a assez peu de filtrage sur Twitter. L'arrivée d'Elon Musk fait qu'aujourd'hui, encore moins. Sur des réseaux comme LinkedIn, il y a un peu de filtrage, mais les idées quand même passent. Il y a assez peu de moyens de faire retirer une fausse information aujourd'hui. Et sur Telegram, il n'y en a pas du tout. Telegram va être aujourd'hui réservé. Il y a une idée qui, dans l'esprit des gens, comme quoi on est anonyme sur Telegram, c'est pas le cas. Mais c'est une idée qui a germé dans la plupart des groupes, alors que ce soit des groupes dans la cybercriminalité ou des groupes effectivement qui vont faire de la propagande sur des idées X ou Y. Idées politiques, idées religieuses, idées stratégiques. Donc Telegram est devenu un petit peu aujourd'hui effectivement le repère de tous les gens qui veulent passer de l'information directe à leurs auditeurs sans passer par les règles algorithmiques des réseaux sociaux traditionnels. Donc il y a un côté un petit peu facile, l'information arrive brute, elle arrive en masse, et puis derrière, les gens inscrits qui suivent ces canaux, c'est facile d'accès, il suffit d'un téléphone et puis d'une application pour accéder à l'info brute sans qu'elle soit moulinée ou orchestrée
par un Facebook, un LinkedIn ou un Instagram qui va bien sûr organiser l'information. Donc il y a un côté sous les radars sur les réseaux sociaux traditionnels et un côté un peu brut sur des canaux comme Telegram ou comme VK, des choses comme ça. Mmh, bien sûr. Euh, c'est une anecdote intéressante. On va peut-être pas trop s'étendre là-dessus, mais je pense que ça intéressera le public. Donc, on n'est pas anonyme sur Telegram. Non, si on ne se protège pas raisonnablement, non. Il y a un moment donné, vous allez chercher des informations sur Internet, donc j'ai envie de dire ce qu'on appelle l'adresse IP, donc votre identification sur Internet va transiter d'une manière ou d'une autre via des serveurs, via des routeurs. Et à ce titre-là, si vous ne vous êtes pas protégé pour être un petit peu plus anonyme, vous ne l'êtes pas, non. Et en parlant d'anonymat, Julien Métayer, euh, une question me vient en préparant le sujet. J'ai pu constater que certains membres de la communauté des OSINTers, on va dire, font très attention, je dirais, à leur image publique, sont très protecteurs de leur véritable identité. Vous, vous êtes une figure publique, vous vous exprimez sur ces sujets, vous êtes connu. Comment est-ce que vous gérez justement cet équilibre entre l'anonymat très lié à la pratique, je dirais, de l'OSINT et en même temps votre posture d'homme public? Alors j'ai un petit peu de vie en termes d'OSINT. J'ai effectivement l'image publique que j'utilise aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup. Alors je parle d'OSINT, je parle aussi de cybersécurité en général, donc qui sont deux sujets étroitement liés. Donc j'aime bien parler de mon métier et surtout j'aimerais aujourd'hui que l'OSINT soit une discipline dont on n'ait pas à avoir honte, tout simplement parce que quand elle est bien utilisée, c'est une très belle compétence. Donc je suis parti du principe que on pouvait parler de ce sujet-là à partir du moment où régulièrement on fait de la sensibilisation sur la bonne utilisation et sur l'éthique du sujet. En revanche, quand il m'arrive de faire des enquêtes, soit dans le cadre de mon travail, soit sur des sujets qui ne sont pas des sujets fictifs, je suis bien sûr, comme la plupart des OSINTers, j'ai des identités fictives. Et je dis bien pas fictives, pas usurpées, hein. Là aussi, il y a des respects de la loi à respecter. Euh, et je vais utiliser, bien sûr, des profils qui ne sont pas les miens. Je vais, moi aussi, me fondre un petit peu dans l'anonymat. Je vais me protéger, et je vais protéger ma box pour pas qu'on puisse remonter jusqu'à moi. Donc, je mets en place ce qu'on appelle de l'OPSEC, c'est-à-dire des opérations sur lesquelles on fait attention à ne pas attirer l'attention et surtout sur lesquelles ma véritable identité ne doit pas être dévoilée. Donc c'est deux activités très différentes et je fais bien la différence au quotidien entre les deux. C'est-à-dire que je vais en aucun cas aller faire une enquête avec mon compte LinkedIn et ma photo et mon vrai nom dessus. Ça irait à l'encontre de toutes les bonnes pratiques et ce serait un petit peu stupide quand même. On est d'accord, mais il était important de le préciser. Dans le cadre de cette émission, Le Cercle, on a une tradition qui consiste tout simplement à demander aux intervenants, et d'ailleurs on va vous poser cette question à la fin de cet entretien, de poser une question au prochain intervenant. Donc là, en l'occurrence, dans notre dernière émission, nous avons reçu Kevin Limonier, qui est maître de conférence en géopolitique, spécialisé en géopolitique du cyberespace et du cyberespace russe particulièrement, qui nous a fait une très belle vidéo que j'invite le public à aller voir d'ailleurs. Et donc, sa question pour le prochain intervenant, alors il ne savait pas que c'était vous, mais ça tombe sur vous, désolé. La voici. Alors, ce qu'il nous explique, c'est que dans le cadre de l'invasion russe, lui, il est très spécialiste du monde russe, il notait qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible, d'investiguer sur le terrain. C'est-à-dire de se rendre sur place, de s'immerger dans les écosystèmes, dans les cultures, dans les sociétés, en l'occurrence en Russie, puisqu'il y a un conflit évidemment. Il nous donnait l'anecdote du fait qu'il était compliqué pour lui, par exemple, voire impossible d'envoyer des étudiants, parmi ces étudiants, de les envoyer en séjour d'études sur le terrain. Et ce qu'il notait, c'était qu'au final, l'OSINT, donc cette investigation sur sources numériques, commençait petit à petit à être un palliatif quelque part à cette investigation de terrain. Et la question, c'est
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous constatez cette évolution? Est-ce que vous la voyez d'un bon œil? Ou alors, est-ce que rien ne remplacera jamais finalement le contact humain? Je pense qu'aujourd'hui, les moyens technologiques qui sont mis à notre disposition et présents également sur ces zones de conflit font que on va privilégier peut-être une information qui va être numérique plutôt que de mettre en danger la vie des gens qui vont aller investiguer sur place. Donc, je suis ravi quand même de voir que la vie humaine aujourd'hui peut être éventuellement préservée, quitte à peut-être diminuer un petit peu la qualité de l'information, parce que oui, quand on est à distance, l'information qu'on va être amené à collecter, analyser, peut être de moindre qualité et avec un potentiel de falsification. Mais j'ai envie de dire, quand on va faire de l'enquête humaine, c'est-à-dire l'enquête de l'intelligence humaine en posant des questions sur place, on a un petit peu les mêmes risques également. Donc, aujourd'hui, ça permet quand même d'aller plus vite. C'est quand même beaucoup plus simple d'être dans son bureau, sur sa chaise, d'analyser des images qui arrivent quasiment en temps réel aujourd'hui de la zone de conflit, qu'elles soient envoyées par des sources ouvertes ou dans le cadre militaire, probablement des sources fermées, comme par exemple des images de drones ou des images de soldats sur place. Euh, il est plus facile d'avoir une armée d'analystes et d'osinters à Paris qu'en avoir sur place dans les zones de combat. Donc, quelque part, ça va protéger, ça va permettre peut-être d'avoir plus de monde aussi, parce que tout le monde n'est pas prêt à partir dans une zone de conflit pour des raisons assez évidentes, alors qu'analyser des images de conflit dans un bureau à Paris, tout de suite, c'est peut-être plus facile en termes de ressources. Donc, il y a un intérêt multiple, pas que la facilité, il y a aussi le fait de dire on va être capable de traiter plus d'informations et en se mettant moins en danger. Donc oui, on le constate bien évidemment que ce que je disais tout à l'heure, l'omniprésence des caméras et des micros dans tous les éléments qui sont en tout cas couverts par l'accès à Internet va grandement être utilisé aujourd'hui pour les analyses. Ok, c'est un point de vue, particulièrement intéressant. La question suivante que j'aimerais vous poser porte sur le cadre légal de l'OSINT, plus spécifiquement. Vous avez déjà commencé à l'aborder, mais vous avez collaboré un ouvrage sur le cadre légal de l'OSINT, un ouvrage collectif. Est-ce qu'il existe ce cadre? Est-ce qu'il existe un cadre spécifique? Faut-il un cadre spécifique à l'OSINT, selon vous? Alors un ouvrage, c'est un grand mot pour un livre blanc. Voilà. Ce livre blanc est une réflexion intercommunauté sur effectivement la vision qu'aujourd'hui ont les professionnels de la profession sur ce que doit être ou devrait être le cadre légal de l'OSINT. Aujourd'hui, le seul cadre qui existe pour encadrer cette pratique, c'est le code pénal, tout simplement, puisqu'on est régi par les lois françaises, on est régi par le RGPD. Donc ce sont aujourd'hui les seuls, quelque part, guides noir sur blanc qu'on peut utiliser pour, en cas de litige, se référer à quelque chose de tangible. Après, il y a les bonnes pratiques, il y a l'éthique, il y a la morale. Ça aussi, ce sont des choses qui aujourd'hui sont, encore une fois, à dimension variable, donc, mais sur lesquelles on peut quand même aujourd'hui sortir distinctement quand même des traits communs entre les différentes activités. C'est-à-dire qu'on va retrouver généralement les mêmes règles en cybersécurité, en stratégie, en lutte contre la fraude, et en fonction quelque part du métier auquel on va appliquer le sujet, il y a quand même des bonnes pratiques aujourd'hui et qui sont universellement connues, tout au moins si ce n'est acceptées, qui ressortent de tout ça. Aujourd'hui, personne ne vous dira qu'on a le droit d'aller pirater une information pour pouvoir faire une enquête OSINT. Ça, c'est par exemple quelque chose qui est, même si c'est dans le code pénal, mais aujourd'hui, c'est également accepté en termes d'éthique. Après, est-ce qu'il faut un cadre légal? Je pense que oui, tout simplement pour la protection des gens qui vont pratiquer ça, que ce soit à titre amateur ou à titre professionnel. Il y a des zones grises
qu'il va falloir définir de manière claire. Je reviens très souvent sur des sujets récurrents comme a-t-on le droit d'utiliser des data leaks? A-t-on le droit de faire du Google dorking? Des data leaks? Oui, des fuites de données, des données qui ont été acquises illégalement, volées en fait par piratage par des tiers Et mise à et disposition, mises à par disposition du exemple, sur le public. darknet Voilà. ou public. Et même le code pénal est très très clair avec ça en disant la réponse est absolument non, ça s'appelle du recel. La question revient systématiquement. C'est quelque part que dans la tête et dans l'esprit des gens qui s'intéressent au sujet, c'est pas encore clair. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'application du code pénal aux pratiques qu'on peut lire ça et là sur les réseaux sociaux n'est pas encore tout à fait établie. Et pour moi, là où il y a beaucoup de travail, c'est au niveau de la démocratisation de dire attention, on ne fait pas n'importe quoi avec le ZINT. Attention, faire de l'OSINT peut représenter un danger pour vous, peut représenter un danger pour les cibles sur lesquelles vous enquêtez et peut représenter un danger également s'il y a une enquête de police, par exemple, sur le même sujet sur lequel vous intervenez. Et ça, prendre conscience de ces risques-là, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui il y a beaucoup de travail à faire, en tout cas sur porter à la connaissance du grand public un cadre légal sur des lois qui existent déjà depuis longtemps, mais qui aujourd'hui sont, si elles ne sont pas méconnues, elles sont méconnues dans leur application à l'OSINT. Julien Béter, vous êtes une figure publique. Cependant, lorsqu'on vous écoute, on comprend que vous prenez des précautions vis-à-vis de, je dirais, de l'OSINT et de l'incitation. Enfin, vous ne faites pas d'incitation justement à y aller, à devenir OSINTeur amateur. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est quel est votre message, le message que vous aimeriez faire passer, par exemple, à un très jeune qui a pu se renseigner sur différents cas d'OSINT amateur et qui se dit, ah bah tiens, là, il y a un conflit armé, je vais rendre service, je vais me mettre à OSINTer dans des zones critiques. Quel message vous aimeriez faire passer à ces amateurs? Alors, je ne prône pas l'OSINT amateur, je prône l'OSINT éclairé, ce qui n'est pas la même chose. Ça veut dire que je suis quand même intimement convaincu qu'aujourd'hui, le particulier peut s'emparer de l'outil OSINT dans le cadre de sa protection vis-à-vis des dangers auxquels il est soumis sur Internet. En revanche, ce que je ne prône pas, c'est de le faire n'importe comment. Donc, voilà, j'incite les gens qui veulent s'approprier un petit peu le sujet, à le faire de manière un petit peu accompagnée ou encadrée via des communautés, par exemple la nôtre, une autre, OSINT-FR. Il existe plein de communautés de taille plus ou moins grande et d'orientations différentes. J'ai envie de trouver votre communauté et formez-vous avec des gens qui vont vous donner des bonnes habitudes. Pour en revenir à la question, aujourd'hui, enquêter sur une zone de guerre, on va dire en temps réel, ça pose pas mal de risques. Le premier, à l'encontre de l'enquêteur lui-même, tout simplement parce que quand on commence à enquêter sur des groupes comme Wagner, on s'expose. On s'expose à un danger physique parce que pensez bien que si vous savez faire de l'OSINT, il y a des gens également chez Wagner qui savent très bien faire ça. Et à partir du moment où, par exemple, on va chercher les informations sur un criminel ou un cybercriminel, il y a un risque de retour de bâton. Donc, si on ne sait pas se protéger, si on fait des erreurs dans son investigation, on peut tout simplement avoir un côté revanche. Et donc ça, c'est dangereux. L'autre danger principal, notamment pour les zones de guerre, aujourd'hui, localiser un char ukrainien et diffuser cette information, vous pensez bien que tout le monde observe aujourd'hui les réseaux sociaux, analyse toutes ces quantités d'informations qui sont faites, et quelque part, vous allez peut-être mâcher le boulot aussi d'un pays qui n'est pas forcément votre ami. Donc le danger, il est général, et vous ne pouvez pas non plus, tout le monde n'est pas expert en géopolitique ou en stratégie militaire, et vous ne pouvez pas mesurer les conséquences de la publication d'une telle information. Comment elle sera utilisée? Est-ce que vous n'êtes pas trompé? Est-ce que vous n'avez pas déclenché finalement un truc qui n'avait pas lieu? Donc on ne mesure pas toujours les conséquences de ce que l'on fait. Donc c'est dangereux
pour tout le monde. Ça ne va pas aider les analystes militaires qui sont sur ces zones de guerre, qui, eux, effectivement, font également ce travail d'une autre manière, parce que l'analyse militaire n'est pas la même qu'une analyse en intelligence économique ou en cybersécurité. Donc, c'est bien, ça peut être un exercice intellectuel, mais ce qui est dangereux, c'est la diffusion. Soit, effectivement, vous avez la possibilité, c'est possible, hein, de remonter le résultat de vos recherches à un service qui se chargera de vérifier, qualifier. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas, mais pour moi, le risque aujourd'hui, il est trop important et je ne recommande pas aujourd'hui aux gens de faire de l'osine sur des zones de guerre actuelles. Qu'on revienne ensuite sur les images du passé, des conflits qui soient terminés. Intellectuellement, c'est intéressant. Je veux dire, ce sont des vrais sujets sur lesquels on peut y trouver de l'intérêt. Mais sur ce qui est en train de se passer, je suis plutôt contre. Le monde numérique n'est pas virtuel. Il est lié au réel. Et la difficulté, en effet, c'est de jouer aux apprentis sorciers. Mais en tout cas, on a bien entendu votre avertissement et vos recommandations. Il y a une forme de sagesse derrière. On a une tradition aussi dans l'émission, dans cette émission, le cercle, c'est de faire réagir nos invités sur une image. Donc, j'ai 2 images à vous montrer. Donc, voici cette première image qui est l'affiche du documentaire Don't Fuck with Cats, qui est un documentaire de grande qualité, assez divertissant, on va dire, disponible donc sur la plateforme Netflix. Je mets ce visuel pour que les auditeurs, enfin le public puisse comprendre, sans faire de révélation et spoiler comme on dit aujourd'hui. Disons qu'il y a un côté effet papillon dans cette affaire. Il y a un côté OSINT aussi. Il y a un côté criminalité également. Qu'est-ce que ça vous inspire, Julien Metter ? Ce film est un petit peu romancé comme beaucoup de reportages de cette chaîne, mais il y a déjà un fond de vérité, puisqu'il s'agit d'un vrai cas hein, qui s'est produit en 2012, je crois, au Canada. C'est une histoire de tueur en série, en fait, qui est née sur les réseaux sociaux. Cette personne qu'on voit, qui s'appelle Lucas, elle s'est mise à publier publier des photos en fait de meurtres sur des petits chatons qui ont choqué un peu la communauté, un peu beaucoup d'ailleurs. Et puis la communauté s'est décidée à enquêter sur le sujet, à essayer de traquer, d'où le titre on rigole pas avec les chats, c'est un peu le leitmotiv de la série, à commencer à enquêter et à faire un travail un peu, alors si c'est pas de justicier, mais c'est plus d'enquêteur, de se suppléer un petit peu à des services de police qui n'ont pas réagi, en tout cas à ces premiers signaux, on ne peut pas dire faibles, mais en tout cas Et effectivement, il y a un côté effet papillon où les choses prennent de l'ampleur, où cette personne passe de petits chats à des choses plus sérieuses. Et le côté philosophique, en tout cas la question que pose cette série est très intéressante. Et c'est d'ailleurs ce que dit une des enquêtrices en disant « Est-ce que c'est pas nous qui avons provoqué ça ?» Et je trouve la question absolument pertinente parce que dans un but de bienfaisance, ou en tout cas de trouver un criminel et d'avoir une participation collaborative et citoyenne, quelque part, est-ce que c'est pas l'enquête qui a poussé ce jeune homme qui avait des petits soucis mentaux, mais qui pour l'instant en était resté au stade des chatons, à passer à quelque chose de plus grave, ou alors il y serait passé de toute façon, indépendamment de l'enquête. Donc le débat sur le côté l'œuf et la poule, en disant est-ce que c'est l'enquête qui provoque le meurtre, ou alors c'est le meurtre qui a provoqué l'enquête, est intéressant. Et d'ailleurs, le documentaire n'apporte pas de réponse là-dessus. J'ai envie de dire, il ouvre la discussion sur ce sujet-là. Et clairement, aujourd'hui, sur la prise de conscience de quels sont les effets à long terme et les effets boule de neige à cause du côté réseaux sociaux que peut engendrer une enquête OSINT qui n'est
pas cadré, qui est forcément disparate et avec surtout des manières de penser très diverses parmi les gens qui vont faire les enquêtes. Donc c'est un j'aurais pas mis le mot divertissant, je trouve il est intéressant, il n'est pas toujours très rigolo. Dans la forme. Ouais, dans la forme. Mais Ils par essayent de le contre, rendre divertissement. ouais, Divertissant. ils ont limité un petit peu. C'est une vraie histoire, il y a l'histoire de ce jeune garçon sur Wikipédia qui est tout à fait conforme à ce qui est retranscrit dans le mais ça a le mérite de traiter du sujet effectivement de l'enquête citoyenne à travers les outils numériques. Donc oui, c'est un des rares qui parle d'OSINT et ça vaut le coup de le regarder. Ok. Merci pour votre recommandation pour binge-watcher, comme on dit aujourd'hui. On arrive vers la fin de notre entretien. Et nous avons donc une tradition que vous avez subie. Donc c'est à votre tour de la faire subir à quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais qui saura répondre à votre question. Et donc voici donc je vous demande donc la question que vous aimeriez poser au prochain intervenant de l'émission. Je pense que c'est intéressant de rester sur la thématique de l'OSINT et les sujets d'actualité. Moi, la question, c'est celle que je me pose en ce moment, donc je vais la poser à mon successeur sur ce fauteuil, c'est est-ce que vous pensez que ce que l'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle est une petite ou une grosse révolution dans nos vies futures? C'est une très bonne question. Et donc, en bonus, j'aimerais vous la retourner. Est-ce que pour vous, l'intelligence artificielle va révolutionner l'OSINT? À ce stade, c'est un peu tôt pour le dire, tout simplement parce que ce qu'on appelle IA aujourd'hui sont plutôt des assistants décisionnels, ou en tout cas d'aide à la rédaction ou d'aide à la recherche, mais sont déconnectés d'Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en vase clos. On ne sait pas comment vont se comporter ces outils quand ils seront connectés. Et surtout à quel point on va pouvoir influencer leurs recherches à travers nos questions. Donc, tout comme les humains, il y a plusieurs manières de poser les questions et en fonction de comment on va poser la question, on peut avoir des réponses différentes. Donc, oui, ça reste au stade d'assistant. Bien sûr, le gain de temps peut être significatif. Avant qu'un IA soit capable de mener une enquête OSINT aussi bien qu'un professionnel formé, je pense qu'il se passera encore quelques années quand même. Ok. Écoutez, sur ce mot de la fin, Julien Métayer, on va vous remercier. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci, c'était très clair. Évidemment, on invite notre public à vous suivre, s'il ne vous suit pas déjà, sur les réseaux, puisque vous publiez assez souvent des informations de première main et de grande qualité. Merci d'avoir suivi cette émission Le Cercle. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et en mettant un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.